Bienvenue à la tienne. Ah, le fameux bar à la tienne. Installe-toi. Merci de m'accueillir. C'est un joli bar. Parle-moi justement un petit peu de ce lieu. Ce lieu-là, on l'a ouvert il y a 5 ans. Ouais. Peut-être même 6, je ne suis pas très sûr, mais 5 ans minimum. Et on a voulu ouvrir un lieu convivial pour accueillir nos amis, nos clients, pour passer du bon temps entre potes, quoi. Et donc du coup, c'est un bar à champagne ou c'est un bar à vin? C'est un bar à champagne à l'origine, Ouais. et vin, bien sûr. Ok. Et à l'origine, on était surtout spécialisé dans le vin français, et donc champagne également. Ok. Et après, au fur et à mesure du temps, on s'est un petit peu ouvert sur d'autres pays. Et puis on a des coups de cœur, ça dépend. On change, ça change tous les mois un petit peu. Ok, carrément. Là, en fait, on est dans le quartier de Kanlidan. C'est ça. Donc tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu as choisi ce lieu, pourquoi tu as décidé de t'installer ici? Pyongyang, ça fait partie de Itaewon, vraiment le lieu très chaud. On a voulu se démarquer un petit peu de ce quartier-là. Il bouge vraiment beaucoup, dans un lieu un petit peu plus calme. Et quand on a ouvert, en fait, il y a eu une petite explosion et il y a eu énormément de monde. Donc il y a beaucoup de restaurants qui sont ouverts, des petits cafés, des petits shops. Donc nous, on en a profité aussi pour ouvrir un petit bar et ça a très bien marché jusqu'à la crise du coronavirus. Ouais, bah ouais. Moi, j'aimerais que tu me parles de ton histoire que je trouve assez exceptionnelle. Ouais. Et aussi la manière avec laquelle tu es arrivé en Corée du Sud. Quand et pourquoi faire en fait? Je suis né en 85 à Séoul. Je suis resté environ 3 mois à Séoul et j'ai été adopté par une famille de vignerons champenoises. Et j'ai décidé de revenir en Corée il y a 8 ans environ. Mais du coup, quand tu grandis, donc tu es adopté par cette famille française qui est productrice de champagne, et donc tu grandis dans cet environnement et tu fais aussi des études là-dedans. C'est ça. Ouais. Donc déjà, j'ai un petit frère aussi qui s'appelle Mathias Deruet, qui lui aussi est né en Corée, qui a été adopté. Donc Ok. 2 ans plus tard, pareil, dans la même histoire, hein. Et on a vécu tous les deux en Champagne, on a grandi en Champagne, donc autour du monde du vin. Donc mon frère a commencé en premier, il a fait son apprentissage, il a commencé à travailler dans les vignes, à apprendre comment travailler la vigne, comment travailler le vin. Ensuite, il a commencé avec mon père. Moi, par contre, j'étais pas très destiné à travailler dans le monde du vin. Ok. Donc au départ, j'ai fait des études marketing ou commercial. Et ensuite, j'ai intégré une fac de droit. Et au bout d'1 an, je me suis rendu compte qu'il fallait que je retourne dans le vin, quoi. Et donc, j'ai repris des études de vin au lycée viticole de la Champagne. Et ensuite, après mes études, donc j'ai fait un BTS technico-commercial, spécialité boissons, vins et spiritueuses. Donc vraiment dans mon domaine et surtout en Champagne. Et ensuite, après mes études, donc, j'ai rejoint mon frère qui, lui, travaillait déjà avec mon père Ok. depuis quelques années. Ok. Et dans la perspective que mon père allait prendre sa retraite, donc j'ai rejoint mon frère directement. On a commencé à travailler ensemble et jusqu'à la retraite, de mon père. Donc du coup, ton domaine, il s'appelle Donc mon Joseph domaine s'appelle Deruet. Champagne Joseph Deruet. Donc c'est une maison familiale depuis 1888. En parlant de mon domaine, si tu veux, on peut peut-être commencer. Je vais te faire déguster. Cuvée réserve, donc ça c'est notre cuvée signature. C'est vraiment notre cuvée qu'on met en avant, qui représente vraiment la maison. Champagne Joseph Deruet. Elle est belle la bouteille. Là, par exemple, tu vois, sur la bouteille, là, on a adapté le packaging par rapport au marché coréen, par rapport à nos origines surtout. Ok. Donc, tu vois, on a ajouté une petite Ah oui, c'est le mugunghwa, mugunghwa, ça. Ouais. voilà. Il y a le petit mugunghwa mugunghwa, qui est ouais. dedans pour faire le lien entre notre maison et nos origines. La fleur qui symbolise la Corée. Ça représente le pressoir parce qu'on utilise le plus vieux pressoir de Champagne. Donc ça, c'est vraiment la force de notre maison. Donc notre domaine, on est sur le village, comme je t'ai dit, de Haut-Villers, classé en premier cru. Si tu te balades en Champagne, un de ces cas, tu verras, c'est un des villages les plus connus de Champagne. En fait, il y a une histoire vraiment folle. On est dans le village de Dom Pérignon. Avant que ça soit une marque, donc le champagne Dom Pérignon était un moine qui a vécu dans mon village, à Haut-Villers. Et il y a une très grande histoire par rapport au champagne. Bon, la légende dit qu'il a inventé le champagne, mais il a surtout développé des techniques de champagnisation et pour pouvoir faire un vin effervescent, maintenant mondialement reconnu. Olé. Donc c'était un moine qui a vécu à Haut-Villers, une bonne partie de sa vie d'ailleurs, où il travaillait, en ce temps-là, les moines travaillaient beaucoup dans les abbayes, développaient même des fromages, des vins. Et ensuite, au début du siècle dernier, donc la maison Moitié-Chandon en fait a racheté le domaine, a racheté l'abbaye du village et a créé la marque Dom Pérignon. Santé. Allez, hein, santé, À la tienne. à la tienne, dans les yeux, hein. Dans Toujours, les yeux, hein. ouais, toujours.
Ça fait du bien, une petite coupe de champagne. Je ne suis pas un expert, mais c'est très bon. Joseph Derway, qui était mon grand-père, c'est le premier qui a champagnisé, entre guillemets, nos vins. Champagniser, c'est le processus de fabriquer notre champagne. En fait, on a nos vignes, donc on produit notre raisin. On a notre centre de pressurage, on a notre domaine où on produit notre champagne au sein de notre domaine. Donc c'est toute la technique de fabrication du champagne. Donc là, c'est premier cru. On possède environ 2,5 hectares. On produit notre champagne seulement issu de nos vignes. Ouais. D'ailleurs, qu'on travaille sans pesticides, sans produits chimiques depuis quasiment plus de 10 ans maintenant. Okay. On a banni tout produit chimique dans nos vignes. On retourne un peu au naturel. Et d'ailleurs, c'est ce qui est... C'est ce qui est tendance. Hein, c'est ce qui est tendance et ce qui est très bien même pour le monde du vin en général. Et on exploite trois cépages, donc le pinot noir, le pinot meunier, qui est le pinot meunier, un cépage noir aussi, typiquement champenois. Et on a également du chardonnay. Donc ça, cette cuvée, c'est un assemblage des 3 cépages. Donc c'est vraiment ce qui représente un petit peu notre maison, un petit peu partout. Alors attends, parce que toi, tu arrives donc il y a combien de temps en Corée du Sud? Donc moi, je suis arrivé en 2012. Et quand tu arrives ici, tu arrives avec l'idée de quoi? Est-ce que ton objectif, c'était... Premièrement, c'était mon premier voyage en Corée. Donc depuis que je suis en France, j'ai jamais eu l'opportunité de revenir en Corée. Donc en 2012, donc pendant la période où je travaillais avec mon frère, j'avais également un stagiaire, qui est d'ailleurs mon meilleur ami. Et on a décidé de se lancer dans la découverte du pays de la Corée, pour voir un petit peu, déjà culturellement comment ça se passait, puis découvrir le pays, sans avoir trop de pensée commerciale ou business au départ. Plus pour découvrir le pays, et puis une fois qu'on est arrivé ici, on a quand même vu qu'il y avait quand même quelque chose, il y avait une atmosphère assez spéciale. Je veux dire, on a senti qu'il y avait, il y avait quelque chose autour du monde du vin, de l'alcool. C'est un pays assez festif. Ouais. Et d'ailleurs, même pas que du vin, mais tout ce qui est en fait alimentation, culture. Enfin, il y a une ouverture il y a un intérêt vers les cultures européennes qui est quand même assez développé ici. Oui, bien sûr. Il y a 8 ans, on a quand même découvert plus la culture coréenne quand même. Okay. On n'a pas trop regardé un petit peu ce qui se passait par rapport à tout ce qui est restauration occidentale. Mais on s'est quand même rendu compte qu'il y avait quand même un attrait des Coréens par rapport à tout ce qui est occidental. Donc la nourriture, le vin, ou les bières, les spirits. Les marques de luxe. Les marques de luxe, enfin tout confondu. Tout le lifestyle, quoi. En fait. Exactement. Ouais. Et toi, quand tu décides d'abord de découvrir la culture, après, qu'est-ce qui fait qu'en fait tu reviens pour finalement monter une structure d'importation de vin? Non, en fait, nous, on est arrivé avec mon ami qui était en stage chez moi. On est arrivé ici, on a découvert un petit peu le pays les premiers jours. Et ensuite, on s'est dit quand même qu'il y avait quand même quelque chose autour du vin à faire. Donc, on a fait une petite étude de marché. On a visité pas mal de shops, pas mal de restaurants, regardé les wine lists, on a comparé les prix. Et on s'est dit, ça serait peut-être pas mal d'essayer de s'implanter ici, enfin d'implanter le champagne des ruées ici. Et donc, après l'étude de marché, on est retourné en France, on a remis tout ça au clair et on a décidé quelques mois plus tard, de revenir, et là vraiment professionnellement. Donc être à la recherche d'importateurs, premièrement, et essayer aussi d'introduire le champagne. Donc on a organisé quelques événements de testing, de dégustation avec des professionnels. Mais enfin, l'objectif principal était de trouver un importateur. Et du coup, les enseignements que tu avais tirés de cette étude de marché, ce que tu appelais étude de marché, qu'est-ce qui t'a en fait, c'était quoi les raisons en fait qui t'ont fait vraiment dire que voilà, il y a une aventure ici qui pourrait se tenter? On a senti l'engouement qu'il y avait autour du champagne, autour du vin en général, et on a senti que c'était en pleine explosion. Le champagne un petit peu moins, qui est quand même une marque, un produit de luxe qui est relativement cher. Mais on a senti qu'il y avait un engouement autour du vin, qu'il y avait je veux dire, est-ce que c'est parce que tu as vu qu'il y avait plein d'événements qui s'organisaient autour de ça, ou tu as vu qu'il y avait plein de wine bars qui étaient en train de se créer? Tout mélangé. C'est quoi en fait? C'était une espèce d'atmosphère où on a senti, il y avait du vin, on commençait à retrouver du vin un petit peu partout. Il y a des restaurants, des wine bars qui ont commencé à se monter. Et on a vu surtout autour de nous, les gens aimaient bien boire et s'intéressaient de plus en plus au vin, malgré que ça soit un produit quand même relativement cher en Corée. Et donc on a décidé de participer aussi également à un salon, donc le plus gros salon coréen qui s'appelle Seoul Wine and Spirit, qui se déroule tous les ans.
Et donc on a commencé à faire celui-là. On en a fait un autre aussi également qui s'appelle Seoul Food and Hotel. Donc je pense que c'est le deuxième plus gros salon aussi, qui se passe en dehors de Séoul par contre, au Kintex. Et on a commencé à faire ces deux salons-là dans le but de rechercher un importateur. Donc on a envoyé nos échantillons, on a présenté nos produits, on a fait traduire nos fiches techniques en coréen. Raconte-nous un petit peu justement cette recherche d'importateur, ou en tout cas à partir du moment où tu as cette volonté de venir faire du business ici, les challenges, les difficultés que tu as rencontrées pour déjà essayer de trouver un importateur qui s'intéresse à ton produit. Le contexte était que le champagne n'était pas très, très connu, on va dire surtout les champagnes de vignerons. Donc il y avait peut-être, à l'époque, c'était peut-être 300 ou 400 000 bouteilles par an en Corée, ce qui est pas un énorme marché comparé. En France, on est à 150 millions de bouteilles par an, quoi. Donc ici, il y a 8 ans, on était peut-être à 300 000, 400 000 bouteilles. Et surtout, les Coréens connaissaient surtout les grandes marques de champagne. Donc on va dire 70% du marché, c'était Moët & Chandon, enfin LVMH, Pernod Ricard, Dom Pérignon, Veuve Clicquot. Donc on a commencé à participer à ces salons-là. C'est pareil, il y a eu beaucoup d'intérêt par rapport à nos champagnes à cette époque-là. Mais on a senti que le marché n'était pas encore prêt. Le fait de passer le pas, de commencer à passer les premières commandes, il y avait quelque chose qui bloquait. C'était pas un énorme risque pour eux, hein, même s'ils prenaient 2 palettes. Enfin, c'est pas un énorme risque pour eux. Mais il y a eu des longues discussions, des testings, et ils ne se sont pas lancés. Vu que j'ai pas trouvé d'importateur vraiment, ou alors j'ai pas trouvé les bonnes conditions à travailler avec eux, moi j'ai décidé directement de monter ma structure d'importation et de faire tout par moi-même. Ok, waouh. Et c'était pas trop une prise de risque, ça? C'était une énorme prise de risque. C'était une énorme prise de risque financière, enfin tout. On arrive dans un nouveau pays pour développer quelque chose, c'est pas facile. Surtout, je parlais pas la langue. On savait que tôt ou tard, quelque chose allait arriver sur le champagne ici. Et on a bien eu raison parce qu'à l'heure actuelle, c'est plus d'1 million de bouteilles de champagne en Corée. Bah justement, parle-moi un petit peu du marché, du vin et du champagne. Pour les gens en fait qui ne connaissent pas vraiment quel est l'état du marché. Moi, par exemple, qui vivait en France jusqu'à très récemment et qui revenait très souvent en Corée du Sud, moi j'étais frappé à chaque fois de constater la rapidité avec laquelle des wine bars, bars à vin, restaurants, avec gastronomie française, italienne, je voyais des cartes aussi de vin évoluer vers de plus en plus de qualité, de plus en plus de choix. Et en fait, moi, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai été très surpris. Mais toi, de l'intérieur, étant dans ce business-là, dis-moi un petit peu où en est le marché coréen. Le marché coréen, c'est pas encore un marché mature comme le Japon, par contre. Donc les Japonais connaissent très bien le vin. Au Japon? Au Japon, l'année dernière, 2019, ça représentait 13 millions de bouteilles de champagne. Et en Corée, là, à peine 1 million. Et en Corée, on vient d'atteindre, en 2018, on a atteint 1 million de bouteilles. Un peu plus d'1 million de bouteilles. Ce qui est quand même vraiment très bien parce qu'on est, comme je t'ai dit, en 2012, on était à 300 000 bouteilles peut-être. Et ça augmente tous les ans, c'est 10% d'évolution sur le champagne. Mais même moi, ça me fait dire que si on compare le marché coréen et japonais, donc on est à peu près la moitié en termes de population, ça veut dire que, est-ce qu'on peut considérer que potentiellement la Corée peut accéder rapidement à 3-4 millions de bouteilles? Ouais, j'en suis persuadé. C'est un marché qui peut aller là. C'est un marché à fort potentiel, la Corée. Surtout avec, par exemple, la nouvelle génération. La nouvelle génération des 20-30 ans, 20-35 ans, ils vont découvrir le vin. Donc, ils vont se tourner au départ sur des petits domaines, des vins pas très chers, des vins abordables pour eux. Mais au fur et à mesure où ils vont apprendre le vin, d'ailleurs, ils voyagent tous. On voit, ils adorent voyager à l'étranger. Et quand ils voyagent, qu'est-ce qu'ils font? C'est restaurants, c'est vins, c'est... Et donc, au fur et à mesure, cette tranche de population va évoluer dans sa manière d'analyser le vin et puis même de déguster, d'apprécier le vin. Donc, ça va augmenter aussi en termes de qualité. Après, le marché en lui-même, le marché coréen en lui-même, c'est un marché assez spécial. La plus grosse partie des consommateurs de vin vont acheter leur vin en supermarché ou chez les détaillants. Et ils vont avoir tendance à consommer à la maison ou consommer entre eux, par exemple au bord de l'Anne River. En fait, ce que tu veux dire, c'est que là, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui, comme un petit peu à Paris, au bord de la Seine, il y a des gens qui peuvent acheter des bouteilles en supermarché et aller le consommer en fait entre eux. Exactement. Et comme je t'ai dit, les Coréens, ils voyagent.
Ils comparent les prix maintenant quand ils vont en France, en Italie ou même n'importe où. Ils comparent les prix dans les supermarchés, ils comparent les prix dans les restaurants et ils sont à la recherche de du meilleur rapport qualité-prix maintenant. Mais pourquoi les vins ils sont si chers en Corée? Le système de taxe coréen qui est relativement cher. Tu as 50% qui se met sur ton prix de départ en France par exemple. Sur le prix FOB, comme on appelle, c'est le prix donc de ton produit plus le transport et les assurances. Malgré le fait que le prix des vins est élevé à cause de ces taxes à l'entrée, on constate quand même que c'est un marché qui est super dynamique et qui continue d'évoluer. Exactement. Donc là, comme je t'ai dit, un des plus gros potentiels en termes de consommateurs, ça va être les 20-35 ans, qui eux vont consommer vraiment facilement, mais sur des produits d'entrée de gamme, on va dire, entrée, milieu de gamme, sur des prix pareils qui suivent. Donc entre entrée de gamme et milieu de gamme, on va être sur des vins entre, je sais pas, peut-être $20 la bouteille. Ce qui est relativement bas sur le marché coréen. Et à quel niveau d'éducation et de connaissance autour du vin tu juges la population coréenne? Les Coréens, en fait, ils s'intéressent beaucoup, énormément au vin. Donc il y a énormément de choses autour du vin, des blogs, des livres, des revues spécialisées, des magazines. Ici, c'est très connu, les cafés Naver. Quand ils commencent à se mettre dans le monde du vin, ils s'intéressent beaucoup, ils étudient, ils recherchent, ils regardent un petit peu les différents cépages qui existent, les différents vins, les différentes appellations. Donc ça va très vite et c'est pour ça que le marché coréen, c'est un marché très dynamique. Ils vont acheter les meilleures choses, ils vont goûter les meilleures choses et ils ne vont pas hésiter à aller vraiment très en profondeur sur le fait de s'éduquer dans un domaine. Et ça, du coup, je pense que la population va aussi devenir plus éduquée, plus sophistiquée dans son rapport au vin et voudra tester des nouvelles choses. Moi, j'observe là en ce moment, est-ce que tu peux nous parler de cette tendance vers le vin naturel? Parce que moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bars qui se spécialisaient là-dedans. Ça, c'est un effet mondial, hein. C'est pas un effet coréen. Pas que Corée. Okay. C'est d'ailleurs un effet au départ, on va dire français, américain et japonais. Ensuite, les Coréens ont commencé à s'y intéresser. Il y en a beaucoup qui découvrent le vin. Donc, ils découvrent le vin par le vin naturel. Ils trouvent ça vraiment... c'est très facile à boire. Tout ce qui est vin bio, donc les vins organiques, les vins en biodynamie, les vins... Ça, par contre, ça a explosé. Ça intéresse beaucoup les Coréens. Par rapport à, entre guillemets, le consommer un petit peu sainement. Et il y a une grosse tradition par rapport à l'alcool. Et je pense que par rapport à leur santé et par rapport même au pouvoir public qui commence à faire des promotions sur l'alcool, attention parce que c'est peut-être pas très bon pour vous. Enfin, c'est assez compliqué par rapport aussi, tu sais, le marché du soju, c'est quand même un énorme marché. Hein. Oui, parce qu'il faut savoir que les Coréens, traditionnellement, ils buvaient beaucoup de soju. De soju, mais c'est quand même un alcool relativement fort. Donc peut-être que aussi les Coréens vont se tourner sur des alcools comme le vin, qui est quasiment 2 fois moins fort que le soju, et commencer à penser un petit peu à eux, à leur corps, et puis ça y joue aussi. Ouais, mais moi je pense que le vin, il est consommé vraiment de manière différente. C'est-à-dire que il y a des jours où les Coréens vont aller boire du soju, parce que c'est après le boulot avec les équipes et tout. Si tu vas en date, tu vas plutôt être dans le fait de prendre une petite bouteille de champagne ou une petite bouteille de champagne. Je sens que les gens, ils intègrent de plus en plus aussi le fait de la célébration avec le champagne. Donc pour des anniversaires, pour des événements festifs, pour des cocktails. Je sens que même nous, dans l'événementiel, on nous demande de plus en plus le champagne, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Bien sûr. Je pense que ça vaut vraiment le coup à essayer de s'implanter en Corée. Mais moi, je le vois personnellement par rapport à mon activité d'importation. En ce moment, tous les jours, je reçois peut-être 5 ou 6 emails de vignerons qui aimeraient l'exporter en Corée. Allez.